Bienvenue à tous, je suis Jérémy Goldbaum, attaché culturel à l'ambassade de France au Kazakhstan. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Jérémy Goldbaum, pas культурный attaché de посольства de Франции. Bienvenue à cette 4e session du marathon littéraire francophone organisée par l'ambassade de France au Kazakhstan en partenariat avec l'Alliance française de Nour-Sultan et le réseau des acteurs culturels français en Asie centrale, les Alliances françaises, les ambassades de France en Asie centrale, l'ambassade de France à Douchanbé, l'ambassade de France à Bichkek, l'ambassade de France à Tachkent, et également le réseau des Alliances françaises, à commencer par Almaty, Chimkent, Karaganda, Bichkek et Tachkent. Alors, je suis très heureux aujourd'hui d'organiser ce marathon littéraire avec Asiya Sarieva de l'Alliance française de Nour-Sultan, qui est coordinatrice de la médiathèque et traductrice, qui a pour aujourd'hui traduit exclusivement 2 poèmes qui n'étaient pas traduits jusqu'alors en russe d'Anna Noailles. Ces 2 poèmes sont Il fera longtemps clair ce soir et Le pays. Vous pouvez retrouver ces poèmes sur le lien Google Form lorsque vous vous êtes inscrit. Et nous allons également les montrer lors de la session. Alors, cette 4e session du marathon littéraire est consacrée à Anna de Noailles, poétesse, écrivaine française qui a marqué le XXe siècle. C'était à la fois une grande écrivaine, également une femme, une aristocrate, une princesse qui tenait un salon à Paris. Nous allons vous expliquer aujourd'hui en quoi consistait un salon littéraire à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et notamment l'importance majeure de ces salons pour faire émerger des artistes, donc des artistes peintres comme Manet, des musiciens comme Debussy, également des écrivains comme Proust, comme Maupassant ou encore Anna de Noailles. Nous allons commencer par des éléments de contexte. Je vais vous présenter la vie d'Anna de Noailles et l'importance de son œuvre pour la littérature française. Ce fut également la première femme à avoir reçu 2 distinctions internationales en France et en Belgique. Elle a également cofondé un prix littéraire, le prix de la vie heureuse, qui est devenu depuis le prix Femina. Je reviendrai dessus sur l'importance de ce prix pour la littérature féminine et notamment pour la place des femmes dans la littérature française. Et ensuite, Asiya va vous lire le poème « Il fera longtemps clair ce soir » en français, vous présentera ce poème et nous allons en discuter avec vous. Puis je vous lirai en français également le poème « Le pays » d'Anna de Noailles que j'analyserai et on en discutera également ensemble. Donc, nous allons commencer par présenter qui était Anna de Noailles. Donc, Anna de Noailles, c'était, je vous l'ai dit, une poétesse et une romancière française. Elle tenait un salon littéraire et était invitée de nombreux salons où se réunissaient Proust, Paul Valéry, Colette, André Gide. Je vais commencer par vous montrer une photo d'Anna de Noailles, qui est la photo la photo d'un tableau de Laszlo qui a été retenu sur l'affiche présentée aujourd'hui. C'est un tableau, pour commencer par la vie d'Anna de Noailles. Elle est d'abord née Anna Elisaveta Bibescu Bazarov Brancovaenu. Donc, elle est née d'une famille roumaine, de princes roumains, de princes de Valachie, je reviendrai dessus. En français, son nom c'est Bibesco Besaraba de Brancovan. Et elle est devenue par mariage Anna de Noailles. Elle est donc issue de la noblesse roumaine. Elle descend des princes de Valachie. C'est une région au sud de la Roumanie. Je vais vous montrer quelques... Alors d'abord, où se situe la Valachie? Vous pouvez le voir sur la carte, cette petite région en vert, au croisement entre l'Empire ottoman en violet et la Hongrie en vert. Cette carte date de 1800. On voit l'expansion de la France sous Napoléon.
Donc, vous voyez, la Valachie était quand même une région assez importante à cette époque. Je vais vous montrer également une autre image qui présente les paysages de la région, qui a inspiré beaucoup. Il faut savoir que ces paysages ont inspiré notamment Kafka, mais ont inspiré également le mythe de Dracula, puisque Vlad l'Empaleur, qui a inspiré la figure de Dracula, était de la même famille, la famille Bassarab, que les ancêtres d'Anna de Noailles. Donc, son père, le prince Grigore Bibesco, est un boyard. Alors, il est né de deux familles princières. Du côté de son père, ce sont des princes valaques, donc les princes Bibesco, qui régnaient en Valachie. Et de sa mère, il descend d'une autre branche, la princesse Zoué Basara Brancavenao, qui est de la même famille que Vlad l'Empaleur, comme je vous le disais. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que sont les boyards? C'est important de comprendre ce contexte. Les boyards, ça existe également en russe. Il s'agit de nobles, guerriers, très souvent. On les retrouve également dans les Balkans. On les retrouve à la fois chez les orthodoxes russes et puis dans cette région bien spécifique, au croisement entre l'Empire ottoman et la Hongrie. Il s'agit d'une noblesse guerrière qui possédait des terres. La Valachie était en effet une terre vassale de l'Empire ottoman, donc des Turcs, mais c'était également une région autonome, donc vassale, mais avec une certaine autonomie dans sa gestion. Il faut savoir également qu'en 1802, donc les ancêtres d'Anna de Noailles, les boyards de Valachie, ont demandé à Napoléon Bonaparte de créer un État roumain indépendant qui a été créé finalement en 1859, donc bien plus tard. Le grand-père d'Anna de Noailles, par son père, Gheorghe Bibescu, était déjà très francophile. Il a notamment fait ses études en France. Donc son grand-père a étudié de 1817 à 1824. Il a étudié pendant 7 ans en France, à partir de ses 13 ans jusqu'à ses 20 ans. Donc elle est née dans une famille qui était déjà très francophile. Le père d'Anna de Noailles, Grégoire Bibesco, épouse la fille de l'ambassadeur de l'Empire ottoman au Royaume-Uni, la pianiste Raluca Moussourous. Ils s'expatrient tous deux en France, à Paris, où naît le 15 novembre 1876 Anna de Noailles. Je vous l'écris. Elle naît princesse roumaine à Paris. Elle naît dans un environnement culturel très privilégié. Elle apprend très jeune de nombreuses langues, à commencer par le français bien sûr, mais également l'anglais, l'allemand, le roumain, le grec, le latin également. Elle fait ses humanités, comme on disait à l'époque. Faire ses humanités, c'était apprendre les langues anciennes. Elle est baignée très tôt dans les arts, notamment via la musique, par sa mère, et la poésie. Elle grandit dans l'hôtel de sa famille à Paris, au 34 avenue Hoche, et à la belle saison, c'est souvent l'été, le printemps, elle se retire à la villa Bessaraba, à Amphion, près d'Évian, près de la frontière franco-suisse. C'est du côté français, près du lac Léman. Je vais vous montrer quelques photos de ce lieu qui a été très important pour elle, pour sa poésie et pour ses inspirations. Donc, c'était une villa typique savoyarde par sa structure. On reconnaît aussi la présence de l'eau. Alors, sa poésie, en effet, s'inspire beaucoup de paysages de nature qu'elle admire très tôt à Évian, où le temps semble suspendu. C'est un thème qui va revenir très souvent dans ses poèmes et dans ses écrits. À 19 ans,
elle épouse le comte français Mathieu de Noailles, issu d'une grande famille d'aristocrates français, qui a donné notamment un cardinal à la France et a reçu la distinction royale d'être père et maréchal de France. Alors, c'était des distinctions à l'époque sous l'Ancien Régime, quand la France était un royaume, pour élever dans des rangs très importants certaines familles qui servaient l'État. Et donc, être père de France, à l'origine, c'était être en mesure de pouvoir prendre des décisions et d'accompagner au moment du couronnement du roi les objets du pouvoir. Ça existe encore dans certaines monarchies comme en Angleterre. Ensemble, avec Mathieu de Noailles, donc elle devient Anna de Noailles à 19 ans, ils vont tenir un salon au XXe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est que tenir un salon? Tenir un salon, à l'époque, c'était sur une semaine, un jour régulier, un petit peu comme le marathon littéraire que nous organisons. Il s'agissait de recevoir des invités triés sur le volet, très souvent des intellectuels, des artistes, des personnes issues du milieu politique, et donc de créer des instances de discussion, de parler d'art, de littérature. Et parmi les personnes qu'elle fréquentait à ce moment-là, il y avait notamment Marcel Proust, Paul Valéry, André Gide, Colette ou encore la scientifique Marie Curie. Je vais vous présenter notamment l'origine des salons. Donc, le salon n'est pas né à la fin du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Il est né d'abord au XVIIIe siècle. On voit ici, c'était un des salons, le salon de Madame Geoffrin, donc, où étaient plutôt reçus Rousseau, Diderot. C'est plutôt cette époque-là, vous voyez, l'époque des Lumières en France. Et ces salons ont perduré jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Je vous montre une deuxième image, plus contemporaine de la période d'Anna de Noailles. Il s'agit cette fois du salon tenu par la princesse Mathilde de la famille Bonaparte. Vous voyez ici, c'est vraiment des salons plus intimes où on discutait, on était en petit nombre. Parfois même tenir salon n'était pas forcément dans un salon, cela pouvait se passer directement dans une chambre, comme je vous le montrerai plus tard pour Madame Noailles. Elle recevait dans la chambre que vous voyez derrière moi, qui est une reconstitution faite par le musée Carnavalet à Paris. Et donc, vous voyez, c'est vraiment une ambiance très particulière que l'on trouve dans ces salons qui réunissent une élite intellectuelle et politique. À l'époque d'Anna de Noailles, il y a notamment deux femmes importantes qui tiennent des salons. Il y a Madame Aubernon, qui invitait Proust et Maupassant, qui a beaucoup aidé à les faire connaître dans le milieu parisien. Elle invitait également Anna de Noailles et Marie Curie. Un deuxième salon était tenu par Geneviève Strauss, qui invitait plutôt Debussy, Anna de Noailles, Degas, Monet, pour ne citer que. Donc on voit vraiment l'importance de ces salons pour faire naître toute une culture à Paris, une culture aussi internationale, puisqu'on recevait des artistes étrangers. Et donc c'est majeur pour comprendre cette période qui est née d'échanges entre des artistes, qui est née de dialogues entre les arts. Et justement, André Gide, le 20 janvier 1910, parle ainsi d'Anna de Noailles. Madame de Noailles, on prononçait à l'époque Nouailles, mais maintenant on dit Noailles. Madame de Noailles parle avec une volubilité prodigieuse. Les phrases se pressent sur ses lèvres, s'y écrasent, s'y confondent. Elle en dit 3-4 à la fois. Cela fait une très savoureuse compote d'idées, de sensations, d'images, un tutti-frutti accompagné de gestes, de mains et de bras. Dieu surtout qu'elle lance au ciel dans une pâmoison pas trop feinte, mais plutôt trop encouragée. Elle inspirait beaucoup ses contemporains. Proust lui vouait une admiration sans faille qui lui avouait toute sa vie. Il était également très ami avec Anna de Noailles. Également, pour comprendre un petit peu cette période, elle
elle-même recevait dans son salon, donc le salon que vous voyez derrière moi. Donc il s'agit de la chambre d'Anna de Noailles aux 40 rue Schaeffer, où elle a emménagé avec son époux en 1909. C'est une chambre très intime. Je vais vous le montrer en partage d'écran pour que vous puissiez voir tous les détails de cette chambre. Il s'agit d'une reconstitution. Malheureusement, la chambre n'existe plus. Elle a été reconstituée au musée Carnavalet à Paris. Alors, on l'appelle la chambre aux crétonnes. Alors, qu'est-ce que c'est les crétonnes? Vous pouvez le voir, c'est ce qu'il y a au mur. Il s'agit de toiles de coton euh, avec des imprimés. Donc là, on voit les imprimés, ce sont ces lignes et ces bouquets de fleurs. Alors, que nous dit d'elle, cette chambre? Cette chambre, elle était plutôt discrète, intime. Elle était tapissée de liège avec une porte capitonnée. Alors, qu'est-ce que ça signifie, capitonnée? Capitonnée, ça veut dire qu'elle a été rembourrée, notamment avec du coton, avec des matières. C'est pour camoufler le bruit. Et elle a été une des premières à faire cela parmi les écrivains. Ça a été repris ensuite par Proust, qui s'en est inspiré. C'était un moyen d'être tranquille et de ne pas être dérangé par les bruits extérieurs et de pouvoir se concentrer sur le travail d'écriture. C'est dans cette chambre, intime et discrète, qu'Anna de Noailles écrivait et recevait pendant des années. Pendant 20 ans, elle a écrit et reçu ses amis dans cette chambre. On peut voir au niveau des meubles qu'il s'agit plutôt d'un mobilier Louis XV, donc on reconnaît aux formes très particulières, arrondies. Au mur, on voit également deux pastels. Elle peignait, alors elle disait elle-même que c'était une peinture très modeste. Elle ne se prétendait pas peintre, nullement. Deux pastels de fleurs, de bouquets de fleurs. Et on voit également au mur un portrait d'Anna de Noailles. Justement, je vais en profiter pour vous présenter quelques portraits d'elle, dans cette chambre notamment. Donc on la voit ici. Vous allez reconnaître le papier peint et ce lit avec cette forme si particulière. Il s'agit d'une photographie qui date de 1916. Là, c'est André Gide, dont j'ai lu la citation tout à l'heure. Ici, vous la voyez également représentée en peinture cette fois. Très souvent allongée, elle recevait. Elle avait de commun avec Proust d'être assez chétive et maladive. Cela les rapprochait beaucoup et elle avait tendance à préférer rester allongée. On la voit également ici. Avec ce regard si particulier. Pour vous présenter d'autres tableaux également de ses contemporains, tableaux et photographies. Donc vous avez ici Marcel Proust, qui était son ami proche et admirateur. Vous pouvez voir également ici dans cette photographie, alors en partant de la gauche, au fond, il s'agit de sa mère. À droite, vous voyez, c'est Marcel Proust avec sa moustache bien reconnaissable. Le père d'Anna de Noailles, de l'autre côté. Et Anna de Noailles elle-même est au deuxième rang, assise tout à droite. On la reconnaît à ce regard si particulier. Donc voilà un petit peu, et il s'agit sinon de la famille de Polignac qui pose avec eux, voilà un petit peu un condensé de cette vie culturelle parisienne à laquelle elle appartenait, et en tant qu'aristocrate et en tant qu'écrivaine. Alors, concernant également le parcours d'Anna de Noailles, donc en 1904, elle crée, avec d'autres femmes, 22 au total de lettres, le prix Vie heureuse,
qui porte le nom d'une revue, La Vie heureuse de l'époque, et qui deviendra plus tard le prestigieux prix Femina. Je vous l'écris. Il s'agit d'un prix international de littérature. La spécificité est que le jury est exclusivement féminin. En revanche, le prix peut être décerné à la fois à des hommes comme à des femmes, à des poètes qui écrivent en prose ou en vers. Ce qui est très particulier également avec ce prix, c'est qu'elle le crée en opposition au prix Goncourt, qui à l'époque est jugé misogyne, puisqu'il récompense presque exclusivement des hommes et est également composé en majorité d'hommes. En 1921, elle est la première femme à siéger à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. C'est une première. Lui succédera ensuite Colette, écrivaine française également très connue. Elle sera la première femme à être décorée commandeur de la Légion d'honneur en 1931. Donc, ce sont deux distinctions pour lesquelles elle a été l'instigatrice, la première femme à avoir reçu ce type de prix qui viennent récompenser surtout son travail littéraire. Et son travail littéraire, quel est-il? Dès 1895, elle écrit ses premiers poèmes qui figureront dans le recueil dont on va parler aujourd'hui, Le cœur innombrable, qui sera publié en 1901. Elle choisit, au moment de l'affaire Dreyfus, c'est encore une spécificité d'Anna de Noailles, au moment de l'affaire Dreyfus, elle va rejoindre le camp des Dreyfusards, donc contre les ultranationalistes. Alors l'affaire Dreyfus, dans le contexte de l'histoire de France, c'est une affaire qui serait difficile à résumer en quelques termes, mais en fait, il s'agit d'un officier juif français qui est accusé à tort, comme on se rendra compte, d'être un traître qui aurait fourni des documents à la Prusse, à l'Allemagne, et, euh, et finalement, il se trouvait ne pas être le coupable, mais sur un fond d'antisémitisme et du fait d'un contexte militaire où on ne remettait pas en cause la parole d'un militaire, son accusation va le mener à une condamnation et il sera défendu plutôt par une frange plutôt socialiste comme Zola. Et en revanche, la frange plus conservatrice, donc toutes les élites, vont plutôt avoir tendance à être des anti-Dreyfusards, notamment les élites traditionnelles. Et en cela, c'est intéressant parce qu'Anna de Noailles va choisir la protection de Dreyfus, le camp Dreyfusard, et non pas le camp anti-Dreyfusard, contrairement à ce que pourrait le laisser songer son environnement social. Alors, ensuite, pour revenir sur ses influences, Proust va lui témoigner toute sa vie une véritable admiration qui est liée à la fois au romantisme littéraire qui les lie et à leur attachement aux souvenirs, mais également, je l'ai dit, à cette expérience de la maladie et à leur caractère chétif. Ce rapprochement entre les deux va être très important pour l'époque. Anna de Noailles s'inscrit en effet dans le courant littéraire du romantisme, avec tout ce que ça signifie, contrairement par exemple à Baudelaire, que nous avons pu voir la semaine dernière. Et en effet, à cette époque, le romantisme est devenu désuet. Ce n'est plus le courant en vogue. Les élites culturelles françaises vont se tourner davantage vers le Parnasse, ce qu'on appelle l'art pour l'art. Je vous l'écris en même temps, qui est un autre courant littéraire qui joue plutôt sur l'usage des mots que sur la notion de sens, comme peut le rechercher le romantisme. Il y a également le symbolisme. Donc là, le symbolisme, c'est le courant dont est issu, auquel se rattache Baudelaire principalement. Et vous avez également un autre courant qui prédomine à cette période, notamment dans le roman, c'est le naturalisme, donc avec ses descriptions de la condition humaine telles qu'on le trouve chez Zola. Et justement, pour revenir à l'œuvre d'Anna de Noailles, Le cœur innombrable est un recueil donc, publié en 1901. On trouve différentes thématiques chères à Anna de Noailles. La nature, qui est personnifiée et parfois même déifiée, le souvenir, et notamment les souvenirs de l'enfance, encore une chose qui la lie effectivement avec Proust,
et la notion de douleur et de regret associée au souvenir. Également pour la nature, il s'agit d'une nature qui peut être représentée sous trois formes qui sont liées justement aux origines plurielles, donc nombreuses et assez différentes d'Adam Noailles. On trouve des références à la nature plutôt du Moyen-Orient ottoman, turc. On trouve des références à la Méditerranée et on trouve des références à la Savoie et au lac Léman. Bien qu'elle soit parisienne et très fière d'être parisienne, elle parle très peu de la ville. Ce n'est pas un sujet pour elle et en cela, c'est ce qui la distingue peut-être d'autres écrivains romantiques qui ont tendance à parler effectivement de sujets presque similaires. Je pense notamment à Sous le pont Mirabeau. Et, et effectivement, d'autres thèmes très présents qui la rattachent au romantisme sont l'amour, qui est au cœur de son recueil, donc l'amour rêvé, un amour également tourmenté, qui est le reflet de ses propres frustrations. Lorsqu'elle est jeune femme, elle tombe amoureuse d'un pianiste qui va s'intéresser davantage à sa mère qu'à elle. En 1899, elle est déjà mariée avec Mathieu de Noailles, mais elle devient amie et amante de Maurice Barrès, qui sera son opposé radical. Ce sera un anti-Dreyfusard, un ultranationaliste, et donc ce sera un amour vécu de façon très douloureuse. Le neveu de Barrès sera également amoureux d'Anna Noailles et déçu, il se suicidera. Donc c'est beaucoup de rapports très tragiques à l'amour. Enfin, comme on a pu le voir chez Baudelaire, elle fait beaucoup de références à la mythologie grecque qui structure l'esprit des grands auteurs de l'époque français. Donc, dans Le cœur innombrable notamment, elle dédie un poème à Pan, cette divinité que l'on connaît avec sa flûte de Pan, qui est mi-homme, mi-bête, à Eros, le dieu de l'amour, et à la nymphe Rhodocléra, qui est une divinité féminine. Alors les nymphes, ce sont des divinités mineures, très souvent associées à la nature. Et enfin, on trouve dans ce recueil une aspiration à la religion. Alors, il s'agit, ce qui est intéressant, encore une fois, et qui pourrait la rapprocher, par exemple, de Lamartine, c'est ce double sentiment lié à la religion, une religion presque naturelle qui est liée aux éléments de la nature que l'on contemple, et une religion qui est plus chrétienne, qui est liée à Dieu, aux cieux, etc. Donc voilà un petit peu pour le contexte et d'Anna Noailles et de ce recueil Le cœur innombrable publié en 1901. Je vais laisser la parole à Assia Salieva, qui est coordinatrice de la médiathèque de l'Alliance française de Nour-Sultan et traductrice, et qui a traduit en exclusivité ces deux poèmes que sont Il fera longtemps clair ce soir et Le pays en russe. Donc je laisse la parole à Assia pour la lecture de Il fera longtemps clair ce soir. Bonsoir Assia. Bonsoir Jérémy, merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, très bien. Merci. Oui, c'est un vrai plaisir d'être ici ce soir avec tout le monde. Et comme j'ai déjà écrit, l'œuvre d'Anna de Noailles, c'était une découverte vraiment inspirante. Parce que, à vrai dire, c'est cette semaine que j'ai connu son nom. Vous venez de la découvrir. Ouais. Et ça Mais vous a plu? ça m'a beaucoup plu et en fait, ça m'a inspiré de traduire ces deux poèmes. En fait, c'était pas l'initial. D'abord, je voulais juste donner une traduction simple et non poétique pour donner l'idée générale, pour présenter le contenu du poème en russe. Mais une fois que je commençais de traduire, j'ai senti que on pouvait essayer, au moins essayer, transférer ces idées et vraiment ces paroles en russe, ce que j'ai essayé.
Voilà, je commençais par lire le poème. Je vais partager l'écran et après je partagerai mon petite analyse. C'est plutôt, ce sera plutôt un résumé de mes impressions que l'analyse sérieuse, mais ouais, on va voir. D'accord, je vais. Merci beaucoup, Normal, Assia. ouais, normalement, tous les participants ont déjà un accès vers le fichier avec les poèmes en français et en russe, avec ces deux poèmes. Oui, merci beaucoup. Je vais aussi partager l'écran. Et donc, on va commencer. Une minute. Est-ce qu'on voit bien le texte? C'est un peu trop en zoom. Est-ce que vous voulez que j'essaye sinon, Assia? D'accord. Bien. Pardon. Un moment. Dites-moi si vous voyez bien. Oui, oui, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais, alors, il fera longtemps clair ce soir, les jours allongent. Les rumeurs du jour vif se dispersent et s'enfuient, et les arbres, surpris de ne pas voir la nuit, demeurent rêvés dans le soir blanc et songe. Les marronniers, sur l'air plein d'or et de lourdeur, répandent leur parfum me semble les éteindre. On n'ose pas marcher ni remuer l'air tendre, de peur de déranger les sommets des odeurs. De lointains roulements arrivent de la ville. La poussière qu'on peut de brise soulever, quittant l'herbe mouvant et là que le revêt, redescend doucement sur le chemin tranquille. Nous avons tous les jours l'habitude de voir cette route si simple et si souvent suivie, et pourtant quelque chose a changé dans la vie. Nous n'aurons plus jamais notre âme de ce soir. Voilà un très beau poème. La première chose, je veux dire que c'est une description très belle de l'ambiance calme, tranquille, paisible, mais qui évoque aussi une certaine mélancolie. Et j'imagine que dans ce poème, il s'agit du printemps ou peut-être l'été, mais pour moi c'est le printemps. J'ai décidé que c'est le printemps, et c'est une saison qui est pleine de la beauté et de l'espoir. Et ben, c'est exactement ce fait qui éveille aussi une tristesse légère lorsqu'on connaît que le bonheur calme est aussi fragile. Et quand je lis ce poème, je pense au moment doux, paisible, qui semble être ici pour toujours, mais qui s'échappe beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine, que l'on imagine, et qui se ne répète jamais. Parce que si même la nature ne change pas, c'est nous qui devenons différents. Nos vues, nos expériences, nos sentiments, nos relations avec les autres changent. Et c'est normal, mais c'est aussi triste. Et de l'autre côté, c'est exactement ce caractère temporaire de ce moment qui le rend tellement précieux. Ici, c'est la dernière strophe de ce poème, ou même la dernière ligne. Nous n'aurons plus jamais notre âme de ce soir. Je vais le remontrer en partage d'écran. Oui, oui, merci. La dernière ligne, nous n'aurons plus jamais notre âme de ce soir. On peut dire que cette ligne exprime l'idée de ce poème,
Mais si on m'a demandé de choisir une seule ligne qui caractérise l'émotion principale de ce poème, je peut-être choisirais celle-ci. On n'ose pas marcher ni remuer l'air tendre. À mon avis, c'est pas à mon avis, plutôt c'est au niveau des sentiments, parce que ici, c'est dans cette ligne que je vois les sentiments principaux qui sont évoqués par ce poème. C'est-à-dire, c'est l'adoration du maman et la peur de le perdre. Exactement. C'est très vrai ce que vous dites à Sia. Ça rejoint également l'analyse que j'en ai faite. Est-ce que vous voulez bien que je la présente également en complément? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. N'hésitez pas également si vous avez des questions sur ce poème ou des remarques. Donc, d'abord sur la forme, il s'agit d'une forme très classique de 4 quatrains d'alexandrin. Pour ceux qui étaient là à la dernière session, vous vous souvenez de comment on reconnaît un alexandrin, c'est par rapport à la structure des syllabes. Donc, il fera longtemps clair ce soir, les jours allongent. Et, euh, et donc, cette structure permet effectivement de placer un temps classique auquel va pouvoir répondre Anna de Noailles. On voit qu'il y a effectivement une opposition entre un temps qui est figé, suspendu, et en même temps cette idée de mouvement sous-jacent, très présent, que vous avez évoqué à Sia, avec cette idée de peur de le perdre, parce que dans l'idée de fuite du temps, il y a l'idée qu'il y a un moment qu'on souhaiterait arrêter, mais on sait que le temps continue. Et on le voit à différents moments, lorsqu'elle dit la rumeur du jour vive se disperse et s'enfuit, il y a la logique de mouvement. Euh, il y a également les lointains roulements qui arrivent de la ville, et donc cette idée que ce temps si précieux va s'arrêter, qu'on va avoir un retour à la normale, et ça ne peut que nous faire songer au confinement que l'on a pu vivre ces dernières semaines, et de se dire que voilà, on a eu un temps qui était figé chez soi et que l'on va quitter pour un retour à la vie urbaine, à la vie normale, même si on était resté à la ville, ou en tout cas il y avait une rupture dans cette continuité. Et en même temps, c'est assez intéressant cette idée, il y a redescendre doucement. Donc il y a cette idée de mouvement qui s'oppose à une idée de temps effectivement suspendu. Le poème suit le regard de l'auteur et vous l'avez très bien dit, il y a quelque chose de contemplatif. On s'imagine très bien à la place d'Anna de Noailles, comme vous l'avez dit par exemple, vous vous êtes approprié le poème en décidant que ce serait le printemps à Sia. Et effectivement, c'est un peu ce qui se passe dans ce poème, puisque on suit le regard de l'auteur, en l'occurrence Anna de Noailles, qui est d'abord perdu dans le ciel, qui regarde, qui s'attarde ensuite sur les arbres, avant d'entreapercevoir la ville au loin. Et donc, il y a cette idée d'opposition entre l'infiniment grand, qui serait représenté par le ciel, par lequel on commence, et puis, elle termine sur la poussière qu'un peu de brise soulevait, donc l'infiniment petit. Et donc, cette opposition entre des ordres de grandeur très différents, qui vient également rencontrer cette opposition entre un temps en mouvement et un temps suspendu. Il s'agit d'un poème méditatif associé à la fuite du temps qui passe. C'est un poème romantique par essence qui ne peut que nous faire penser à Apollinaire et notamment au pont Mirabeau que j'ai évoqué précédemment, à Lamartine aussi et au lac, mais également à Ronsard, Pierre de Ronsard avec Mignonne, allons voir si la rose, même si les thématiques sont un petit peu différentes. Je vous propose d'ailleurs de vous écrire les différents auteurs, donc Apollinaire pour le pont Mirabeau, Alphonse de Lamartine, le lac, et Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose. Ce sont des topos. En français, un topos, c'est un thème récurrent.
que l'on croise très souvent dans la littérature et notamment la poésie française, c'est cette idée de fuite du temps, mais qui est chez Anna Noailles qui se distingue des autres. Chez Lamartine, le lac est associé à l'amour. Chez Apollinaire, le pont Mirabeau est lié notamment à la ville, tandis que chez Ronsard, Mignonne allons voir si la rose, c'est vraiment lié à une sorte de carpe diem, il faut profiter de la vie au moment où on peut. Et c'est très différent finalement de ce que propose Anna Noailles. Elle propose de s'intéresser à la nature elle-même, à la nature et au lien qu'elle peut avoir avec le souvenir, sans s'attacher ni à la ville, ni aux relations humaines, en l'occurrence dans ce poème précis. Et enfin, ce qui est intéressant dans ce poème, c'est ce passage sur 3 temps. D'abord, un paysage qui est crépusculaire, ensuite une atmosphère qui est suspendue, et puis cet aboutissement à une rêverie, à une mélancolie qui semble être sur le point de s'achever par un retour à une vie urbaine plus active. Voilà un petit peu pour l'analyse que je vous propose de ce poème. Alors j'ai vu qu'il y avait des remarques. NG, on retrouve également la présence des sens analysés la semaine dernière chez Baudelaire, odorat, vue, l'ouïe et le toucher. C'est très vrai. C'est très vrai. Tout en étant plus discret. Ce qui est intéressant avec Alan Noailles, c'est que les choses sont suggérées, c'est entre les lignes qu'il faut trouver ces références. Asiya, je pense aussi aux poètes russes du siècle d'argent. NG demande si vous pouvez en citer quelques-uns dans les années 20-30 du XXe siècle. Alexander Bloch. Il y a eu bien sûr des influences conjointes entre le romantisme français et puis le siècle d'argent, c'est certain. Alors, dites-nous si vous avez des remarques et des questions ou si vous souhaitez que je passe à la lecture et l'analyse du second poème, Le Pays, sur la France. Si vous souhaitez que nous continuions, vous pouvez nous mettre OK dans le chat, écrire OK. Et si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à l'oral pour pratiquer votre français ou bien à l'écrit. Alors, Amina, Dana et Kounis, merci beaucoup à vous. Dites-nous également dans le chat ce que vous avez pensé de ce premier poème, ce qu'il vous inspire, si vous l'avez trouvé beau et comment, voilà, comment est-ce que la traduction en russe vous a éclairé. Est-ce que justement vous aimez bien que l'on mette le texte en français et en russe? N'hésitez pas à nous indiquer ces différentes remarques qui sont importantes pour nous pour créer avec vous les prochaines sessions du marathon littéraire. Cette poétesse aime la vie, la nature pittoresque, elle exprime son amour envers la nature et les gens. C'est très vrai. Alors Assia, après avoir lu les autres poèmes de la Noailles, je vois comment ce sentiment d'une mélancolie légère ou profonde est assez prononcé dans son œuvre. C'est vrai aussi. Dites-nous dans le chat aussi si vous voulez que nous vous envoyions un lien vers d'autres poèmes d'Anna Noailles pour que vous puissiez les découvrir. Amina, traduction est super, merci Assia. C'est vrai, merci Assia, merci beaucoup pour ce travail qui a été réalisé en plus dans des délais très courts. Alors si vous le souhaitez, je vais continuer avec le deuxième poème sur la France qui s'appelle Le Pays, du même recueil. Toujours en français avec la traduction faite par Assia à côté, à droite en russe. Merci à Ikounis. Bon, Racheva, c'est toujours utile d'avoir une traduction. Merci pour l'effort.
à Guérim, c'est pas très grave. Et elles seront disponibles. Les précédentes rencontres du marathon littéraire seront disponibles sur YouTube. On pourra vous envoyer les liens. Vous pourrez les réécouter quand vous aurez le temps. Voilà, on va continuer avec le deuxième poème. Donc, le pays. Dites-moi si vous voyez bien. Dites-moi OK, ou bien si vous souhaitez que je zoome davantage. Jana, l'original est merveilleux, bravo pour le travail sur la traduction. Ça c'est exact, il reste l'esprit de l'original. Assia, vous pouvez me confirmer si vous voyez bien le poème? Est-ce que c'est mieux? Pas encore? Oui, c'est mieux. Très bien, je vais commencer. Alors, le pays. Ma France, quand on a nourri son cœur latin du lait de votre Gaule, quand on a pris sa vie en vous comme le thym, la fougère et le saule, quand on a bien aimé vos forêts et vos eaux, l'odeur de vos feuillages, la couleur de vos jours, le chant de vos oiseaux, dès l'aube de son âge. Quand amoureux du goût de vos bonnes saisons, chaude comme la laine, on a fixé son âme et bâti sa maison au bord de votre Seine, quand on n'a jamais vu se lever le soleil, ni la lune renaître, ailleurs que sur vos champs, que sur vos blés vermeils, vos chênes et vos hêtres, quand jaloux de goûter le vin de vos pressoirs, vos fruits et vos châtaignes, on a bien médité dans la paix de vos soirs les livres de Montaigne. Quand pendant vos étés luisants, où les lézards sont verts comme des fèves, on a senti fleurir les chansons de Ronsard au jardin de son rêve, quand on a respiré les automnes sereins où coulent vos résines, quand on a senti vivre et pleurer dans son sein le cœur de Jean Racine, quand votre nom, miroir de toute vérité, émeut comme un visage, alors on a conclu avec votre beauté un si fort mariage, que l'on ne sait plus bien quand l'azur de votre œil sur le monde flamboie, si c'est dans sa tendresse ou bien dans son orgueil qu'on a le plus de joie. Alors voilà pour ce poème sur le pays, qui est une véritable ode à la France. Alors une ode, c'est une sorte de poème dédié qui valorise, qui glorifie la France. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'on remarque dans ce poème? On remarque l'importance de la nature, encore une fois, très importante chez Anna de Noailles. Elle va associer la France en premier lieu à la nature, ce qui n'est pas forcément un lieu commun. Dans le topos, on pourrait associer la France d'abord à la culture, à son passé, à son histoire. Euh, c'est secondaire en fait chez, euh, chez Anna de Noailles. Alors elle le cite, l'histoire, elle parle de son cœur latin du lait de votre Gaule. Alors pourquoi c'est important cette mention dès la première strophe? Notamment parce que on est dans un contexte, au moment où Anna de Noailles écrit, un contexte de fin du Second Empire, où le Second Empire et le début de la Troisième République, avec notamment Michelet, qui est un des premiers historiens français, on s'est intéressé de nouveau à la Gaule. La Gaule, donc c'est cette période où la France était gauloise, faite en village, donc avant l'invasion romaine par Jules César. Et donc, c'est intéressant parce que pourquoi on va s'intéresser à la Gaule? C'est d'abord un choix politique. Et, euh, et donc, c'est lié au fait que chaque type de pouvoir dynastique a eu tendance à se trouver une légitimité dans un passé glorieux de la France. Et donc, les rois de France avaient notamment tendance à se désigner comme héritiers des Francs. Alors, je vous l'écris. Les Francs, les Francs, il s'agit d'un peuple
est arrivé après un peuple germanique qui a envahi effectivement le territoire et a donné un lieu à un certain nombre de grandes familles et notamment de rois à la France. Et donc les rois avaient tendance à se désigner héritiers de ces francs, tandis que les républicains avaient tendance à se rattacher au passé gallo-romain de la France, avec cette notion de démocratie, de premiers essais démocratiques qu'il pouvait y avoir dans la République romaine. Et puis, avec le Second Empire, on va s'intéresser à une autre figure, les Gaulois, et on va essayer de retrouver le vrai site d'Alésia. Donc, qu'est-ce que c'était Alésia? Alésia, c'était le lieu de la dernière bataille entre Vercingétorix, pardon, le dernier chef de guerre gaulois, et Jules César, et Vercingétorix sera vaincu. Donc, ce sera la fin de cette Gaule qui était composée de petits villages, qui sera remplacée par une Gaule gallo-romaine, donc sous juridiction romaine, avec introduction de l'écrit, des bâtiments davantage en pierre, et notamment en pierre de taille, etc. Et donc, tout ce contexte-là va revaloriser les Gaulois. Et donc, quand Anna de Noailles écrit du lait de votre Gaule, il y a ce contexte historique où on s'est réintéressé au passé gaulois de la France. Et c'est intéressant également ce lien qu'elle va créer avec la nature. Est-ce que vous souhaitez que je vous remette le poème en partage d'écran? Je tiens à saluer également la présence de Julie de Noailles aujourd'hui parmi nous. Merci d'ailleurs à Mathieu d'avoir organisé cela, qui vient effectivement de la famille d'Anna de Noailles. Si vous souhaitez prendre la parole, je serais ravi de vous céder la parole pour que vous puissiez présenter Anna de Noailles également telle que vous l'avez connue, telle qu'elle vous a été présentée. Ce qui est intéressant également dans ce poème, donc c'est ce que je vous disais, c'est le rapport à la nature qui est évoqué, le thym, la fougère, le saule, l'odeur des feuillages. On trouve également cette relation intéressante aux grands auteurs classiques français que sont Montaigne, Ronsard, dont on a parlé précédemment, qui s'inscrit également comme Anna de Noailles dans cette logique de rapport au temps, avec une logique un petit peu différente, qui est plus dans la logique du carpe diem, tandis qu'Anna de Noailles va évoquer une mélancolie davantage liée à la nature, à l'observation de la nature, et également Jean Racine. Ce qui est sous-entendu ici, c'est que la France, telle qu'admirée par Anna de Noailles, est issue finalement d'un mariage, un mariage entre une nature idéalisée, une nature faite de forêts, de levées de soleil, d'animaux, de végétaux et d'animaux, et également une culture faite de chansons, d'écrits, d'ouvrages et de cœur, de sensibilité littéraire. Et ce qui est intéressant justement, c'est qu'elle conclut à l'avant-dernier quatrain par « Alors, quand votre nom, miroir de toute vérité, émeut comme un visage, alors on a conclu avec votre beauté un si fort mariage. » Étant donné, comme on l'a vu au début, qu'Anna de Noailles est née en France, mais était d'extraction roumaine, elle venait de l'aristocratie princière de Valachie. Effectivement, à travers cette idée de mariage avec la France, France idéalisée, sublimée dans ce poème, il y a le mariage avec Mathieu de Noailles qui est sous-entendu. Et ce mariage qu'elle a conclu avec la France est un mariage qui s'est concrétisé également dans sa vie personnelle. Et enfin, ce qui est intéressant également, c'est cette notion d'orgueil qui est évoquée au dernier quatrain, que l'on ne sait plus bien quand l'azur de votre œil sur le monde flamboie, si c'est dans sa tendresse ou bien dans son orgueil qu'on a le plus de joie. Alors ici, effectivement,
on a tendance à classer la nature du côté de la tendresse, tendresse naturelle pour les biens naturels de la France. Et lorsqu'elle évoque l'orgueil ici, ça va plutôt être lié à ses références justement culturelles. Il faut savoir que pour quelqu'un qui est né en France mais qui est non natif, et notamment par sa position qu'elle a pu avoir de Dreyfusarde, en fait, Anna de Noailles s'était opposée à un courant ultranationaliste. Et donc, quand elle évoque cet orgueil français, qui est très connu à l'étranger, là je parle ici à un public qui est russophone, et donc, vous savez, comme l'arrogance française peut être parfois évoquée, elle évoque effectivement que c'est dans cette relation entre la tendresse de ses paysages, de sa culture, du romantisme français, mais également dans l'orgueil, cet orgueil culturel qui est lié à cet héritage glorieux, gaulois, latin, et à cet héritage de grands auteurs, que se marie l'essence et qu'on a le plus de joie. Et donc c'est intéressant parce que dans ce poème se lit une forme de mélancolie, mélancolie de ce pays adoré, mais en même temps une mélancolie extrêmement positive puisque c'est une mélancolie joyeuse. Et on peut imaginer à travers ce poème toute l'admiration qu'elle pouvait avoir pour ces paysages de Savoie près du lac Léman qu'elle a admiré presque toute sa vie. Voilà pour l'analyse que je vous propose de ce second poème. Julie de Noailles, peut-être souhaitez-vous prendre la parole, activer votre micro et nous rejoindre. Je serais ravi de partager ce temps avec vous. Oui, bonjour. Bonjour. Non, je préfère pas, mais je suis très émue. Et je suis chez moi à la campagne où Anna Noailles a passé beaucoup de temps. Je pourrais vous envoyer une photo de la chambre où elle écrivait, depuis laquelle elle écrivait. J'en serais ravi. Oui, mais c'est tellement gentil de la part de Mathieu d'avoir pensé à m'informer. Là, j'ai réussi à me connecter. Je suis dehors et j'avais des problèmes audio, mais là, ça y est, je vous écoute depuis 5 minutes. On pourra vous Et envoyer malheureusement, le YouTube pour retrouver l'ensemble de la rencontre. Parce que c'est gentil. Et mon frère et mon père, malheureusement, sont au rendez-vous et ils m'ont demandé d'enregistrer. Alors, je sais pas, je crois que j'enregistre, mais autrement, si on peut le revoir, ça serait formidable. Oui, vous aurez le lien complet sur YouTube. Vous pouvez peut-être, gentil. si vous avez des photos là que vous pouvez nous partager dans le chat, c'est tout à fait possible. D'accord. J'ai présenté tout à l'heure ces différentes photos. Je vais vous les remontrer en partage d'écran. J'en ai vu une tout à l'heure, chez moi, enfin chez nous à Paris, nous avons pas mal de dessins de Helleu représentant Anna Noailles qui sont très jolis. Mais ils ne sont pas ici, malheureusement, ils sont à Paris. Et là, je crois que dans l'escalier, on a quelques photos d'Anna Noailles, mais il faudrait que je demande. Mais malheureusement, mon frère est dehors, mais il est en ligne, il est en train de travailler. Non, mais vous en faites pas. Ici, on peut voir la Villa Bassabara à Amphion, près d'Enghien. Ah, c'est chouette. Mais je suis sûre, de toute façon, vous en savez beaucoup plus sur Anna Noailles que moi. Non, mais dites-nous, partagez-nous peut-être un souvenir qui vous a été transmis ou que vous avez d'Anna Noailles. On en serait ravis. Non, pas énormément. Sinon, qu'elle passait beaucoup de temps ici et qu'elle écrivait depuis une chambre qu'on aime beaucoup, qu'on n'a jamais refaite, mais qui reste la chambre d'Anna Noailles. Et vous reconnaissez derrière moi la chambre qui a été reconstituée au musée Carnavalet, qui était celle de la rue Oui, Schaeffer. absolument. Ah oui, la rue Schaeffer, oui, absolument. Et on voit un petit portrait et puis deux pastels de fleurs. C'est incroyable. Et elle était très modeste là-dessus parce on lui avait consacré une exposition, une de ses amies à Paris. Et elle-même disait qu'en fait, elle ne méritait pas d'être exposée. C'était des pastels, mais c'était un passe-temps pour elle de peindre. Elle est considérée comme écrivaine. Et elle avait écrit une phrase très amusante là-dessus en disant que c'était une exposition, elle se sentait complètement illégitime. Mais c'était amusant de voir aussi cette modestie chez Anna Noailles. Par exemple, cette chambre très intime, très discrète dans laquelle elle écrivait. Et puis, qui peut contraster avec
cette vie publique qu'elle pouvait avoir et que l'on connaît également faite de salons littéraires et de rencontres à la fois avec des grandes personnalités culturelles et politiques. Très bien. Et mais écoutez, je vais continuer à vous écouter, puis j'essaierai de vous envoyer effectivement, là, je ne sais pas très bien comment faire, mais ce que je peux vous envoyer qu'on a ici, des portraits, ou je ne sais pas très bien ce qu'on aurait d'elle ici. Mais je vais continuer à vous écouter, puis vous me raconterez ce qui vous a poussé à admirer, j'imagine, la femme et l'œuvre de cette poétesse. En tout cas, moi, j'ai donné son prénom à ma fille, qui s'appelle Annalou. Voilà. Et peut-être vous pouvez nous faire, vous êtes dans le lieu où il y avait sa chambre? Ouais, alors je peux essayer de me reconnecter une fois que je suis là-haut. Peut-être que vous pourriez nous montrer avec la vidéo, ça serait vraiment ouais. très intéressant. Donc, c'est-à-dire que je me reconnecte une fois que je suis dans sa chambre, c'est ça, et je vous rejoins, c'est ça? Exactement, et vous pouvez activer la vidéo, et comme ça, nous pourrons voir en direct cette chambre qui n'est pas accessible au public d'ailleurs, donc c'est en exclusivité. Ouais, mais enfin, c'est pas une chambre de musée, hein, là. Non, mais écoutez, ça reste, pour nous, c'est très émouvant. Très bien, très bien. Bah, écoutez, je fais ça. Et puis, lorsque nous serons déconfinés complètement et qu'il y aura plus d'histoire de virus, vous pourrez tout à fait venir avec ou sans Mathieu. Avec grand plaisir. Et avec joie. Avec joie. Bon, quand vous vous connecterez, je vous expliquerai comment j'ai découvert Anna Noailles. Oui, absolument, absolument. Très bien. À tout de suite alors. À tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, c'est en direct, c'est les joies du direct. Nous avons eu la chance, grâce à Mathieu qui est connecté également, qui est un pianiste très connu, Mathieu Esnult, qui peut-être souhaite prendre la parole et que je connais, qui est un ami depuis de longue date et qui est un ami de Julie de Noailles. Et grâce à lui, voilà, nous avons pu avoir en exclusivité une descendante d'Anna de Noailles qui va pouvoir nous montrer la chambre dans la villa de Bassabara où elle écrivait. Donc, qui, contrairement à la chambre qui est derrière moi, n'était pas une chambre à Paris, mais une chambre en Savoie, près du lac Léman. Donc, c'est vraiment, je suis très ému moi-même. J'ai du mal à cacher mon émotion parce que c'est une exclusivité. Voilà, nous allons attendre que Julie puisse se reconnecter. N'hésitez pas à nous dire également dans le chat si vous avez des questions. Ah, il y a une question. Le premier poème, il y a un exemple sur la façon dont les gens regardent les choses quand ils ralentissent et remarquent de petites choses comme regarder la nature, l'écouter. Et maintenant, quand nous sommes si occupés, pensez-vous que nous arrêterions pour faire une pause et réfléchir? Merci, Assel. Alors, Assel, pour vous répondre, j'ai trouvé assez intéressante la position de pas mal de philosophes français, et pas que français d'ailleurs, qui se sont interrogés sur l'impact que peut avoir le confinement et ce qu'on peut en retirer de positif. Et notamment, le positif était surtout lié à cette notion que pendant 2 mois, nous avons vécu, et pour certains, nous sommes encore confinés dans le monde, avec un rythme très différent, où le temps paraissait suspendu, beaucoup plus long, avec beaucoup de difficultés à visualiser l'avenir, savoir quand est-ce qu'on allait sortir de cette situation. Aujourd'hui, on y voit un peu plus clair. Beaucoup de penseurs et philosophes nous ont dit qu'il fallait profiter de ce temps où on a appris à se structurer, à devoir faire face parfois à l'ennui, à devoir se trouver des activités et pour garder ce que l'on a créé et réussir à le faire perdurer, avoir cette notion de l'importance du temps, des choses que l'on vit. Par exemple, on peut très bien faire des petites listes quand on est encore confiné de choses que l'on souhaiterait faire une fois qu'on sera sorti du confinement et s'y tenir. Moi, je l'ai fait en tout cas. J'ai fait une petite liste et je me suis noté des personnes que je souhaiterais voir absolument, des personnes avec qui j'aimerais prendre un café, des activités que je souhaiterais faire, ne serait-ce qu'aller faire du vélo près du fleuve. Et puis également des activités, par exemple avec l'Alliance française de Nour-Sultan, l'ambassade de France a lancé à la fois le marathon littéraire tous les jeudis, et je pense qu'on va continuer cette expérience.
Et lorsqu'on sera déconfiné, on la continuera en présentiel, tel qu'on l'avait fait pour la nuit de la lecture avec la poésie dans 4 villes du Kazakhstan. Je pense que c'est des choses qu'il faut continuer de faire parce que c'est intéressant d'avoir ce moment de partage que l'on fait avec vous. Et puis, nous avons également le week-end les rencontres culturelles. Ces rencontres culturelles en ligne, je pense que ça a été très intéressant parce il s'agit encore d'ailleurs de trouver des acteurs culturels français, que ce soit des artistes. Également, dimanche, nous recevons l'ambassadrice de France auprès de l'UNESCO, donc des acteurs importants de la culture française qui agissent en France et à l'international pour promouvoir la culture, pour la défendre. Effectivement, ce format-là nous permet de continuer d'envisager, après le confinement, de pouvoir organiser des rencontres pour des personnes qui ne pourraient pas se déplacer au Kazakhstan. En janvier, nous avons organisé la Nuit des idées autour de la mode éthique et durable. Il y avait 11 intervenants. Je ne sais pas si on pourra organiser ce type d'événement dans un futur proche. Donc, peut-être garder ce qu'on a appris de positif, pouvoir utiliser les outils numériques pour permettre des rencontres intéressantes, apporter de la culture chez chacun et pouvoir en discuter avec chacun, avoir des retours. Je trouve ça très intéressant et c'est quelque chose qu'on a construit ensemble et que j'espère va perdurer, au-delà de cette période de confinement. Voilà pour ma réponse à celle. J'espère qu'elle était assez complète. Assia, est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose? Ah oui, j'étais en train d'écrire. Oui, en effet, je suis d'accord. Je suis d'accord que cet état d'affaires où nous trouvons maintenant, ça nous donne beaucoup de possibilités intéressantes et ça nous donne aussi une chance de réévaluer des choses, d'apprécier beaucoup plus ces petites choses. C'est euh, exactement le sujet de cette question. Oui, je crois que une fois qu'on est plus libre à sortir, à voir la nature, ça nous donnera une nouvelle vision du monde. Merci, Assia. Julie de Noailles, j'ai vu que vous étiez reconnectée. Donc, nous allons bientôt découvrir en exclusivité une des chambres où écrivait Anna de Noailles. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Alors, ah oui, mais il faut que je mette faut que je mette ma vidéo maintenant. Oui, c'est ça. Mais alors, pour pas qu'on me voie, il faut que je retourne mon téléphone, que je fasse comme une. Alors, Non, attendez. vous pouvez peut-être activer. Oui, voilà, il faudra le retourner. Voilà. Alors ça, là, vous me voyez moi. Donc là, vous voyez là vous voyez la maison. Oui, on voit très bien. Alors donc ça, c'est le couloir du premier. Voilà. Ici, comme ça, et on arrive dans son appartement. Voilà. Qui est resté tel quel. Oui, qui est resté tel quel. Absolument. Et c'est une pièce qu'on aime beaucoup. Et d'ailleurs, qui a fait l'objet de pas mal de shootings mode, notamment pour la couture Galliano, etc., dans des magazines de mode. C'est assez amusant. Voilà. C'est une chambre d'angle. Anna Noailles a été peinte justement dans cette chambre? Oui. Oui. Alors, je vous ai trouvé dans l'escalier quelques photos d'elle, notamment, et de lettres qu'elle écrivait à son fils Anne-Jules. Mais ça, je saurais pas comment vous les envoyer. Sinon, si vous me communiquez votre mail ou parce que sur Zoom, je peux pas vous les mettre une photo. Ça se transmet sur Zoom? Si, c'est possible. D'accord. Je peux essayer là. Voilà.
C'est Et très, très émouvant. ouais, voilà ce qui reste de sa salle de bain. Hein. Comme vous voyez, ce sont des pièces où nous ne venons jamais. Mais voilà. Mais celle-ci est particulièrement, ouais, elle a été mouvante et c'est une belle pièce. Voilà. Voilà. C'est très émouvant. Merci beaucoup de nous avoir Non, partagé. mais ça me fait plaisir. C'était inattendu. Je coupe la vidéo. C'était inattendu. Et je vais essayer. Alors, si je vais sur photo, voilà. Vous croyez qu'il me propose ensuite d'envoyer vers Zoom? Vous avez fichier. Si vous cliquez sur Zoom, il y a un onglet converser et vous pouvez sélectionner. Alors attendez. Donc je reviens sur notre conversation. Donc là, je suis sur Zoom. Vous me disiez, pardon, partager, c'est ça? Oui. Photo. Ça y est, j'ai compris. Alors ça va peut-être être un peu flou. Alors, je peux le faire une par une, j'ai l'impression. Attendez. Hop. Hop, voilà. Oh là 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 là. Ah oui, incroyable. Alors ça, c'en est. Vous l'avez eu? Oui, on le voit là en ce moment. C'est très bien. D'accord. Un secret est plus touchant qu'une. Et plus. On ne vous entend plus très bien, mais on voit très bien l'image en tout cas. Alors attendez, j'en ai d'autres, mais là je sais pas comment faire. Je sais pas comment je peux retourner. Si je fais arrêter, attendez, hop, partager, photo. En fait, j'aurais aimé toutes vous les envoyer, mais si je fais ça, ah voilà, je peux tout vous envoyer. Terminé. 4. C'est un peu flou, il y en a à faire. Je suis désolée, mais j'ai fait ça un peu rapidement. Et là, il y a une photo. Je vais essayer d'aller vous. Il y a un portrait d'elle en noir et blanc. Oh là, les doigts posés sur le menton. Vous les avez eus ou pas? Oui, on les reçoit une à une. Ah d'accord, ok. Écoutez, moi, je serais ravie, peut-être par Mathieu, vous pouvez lui demander mes coordonnées et je vous. Bien sûr. Et j'aimerais bien, là, je vais devoir malheureusement faire autre chose, mais je serais ravie. On peut vous réécouter, on peut réécouter tout votre exposé. Je vous enverrai directement le lien YouTube avec tout le. Oh, c'est gentil. Oh, c'est formidable. On sera très content de l'écouter, évidemment. Et je j'essaierai évidemment. Dites-moi. Oui. Pour l'anecdote, j'ai découvert Anna Noailles lorsque j'étais à la Villa Médicis. C'était pour moi un moment où le temps était suspendu. Et quelques semaines avant de quitter la villa, j'y étais resté un peu moins d'un an. Le temps est suspendu et on sait qu'on va devoir retourner à Paris et retrouver une vie très différente. Et j'étais tombé sur ce fameux poème. Et le poème qui a été lu, il fera longtemps clair ce soir. Et j'ai été ému, mais profondément ému parce qu'elle avait. Je vais le relire tout à l'heure. À mettre des mots là-dessus. Et je pense que peut-être même pour vous, si vous le relisez maintenant, dans cette période où on est un petit peu isolé, on va retourner bientôt à la civilisation, il y a quelque chose de très fort en fait qu'Anna Noailles arrive à exprimer et ça a été une vraie révélation pour moi. Moi, je suis tellement, je suis très émue et j'espère pouvoir vous communiquer d'autres informations, d'autres portraits. Et je vous cache pas qu'en rejoignant sa chambre, je me suis arrêtée dans le bureau où travaillaient mon père et mon frère et ils étaient le nez dans les comptes. Et je vous cache pas qu'en période de confinement, comme on est 16, ils faisaient un peu la tronche. Hein. Je suis
pas très, très, très poli, Ouais, mais c'est en vrai que gros, il faisait… Non, il faisait un peu la tête parce qu'on est à peu près 14 là, à vivre ici depuis 2 mois. Et normalement, quand on leur parle de membres de la famille, notamment à Nanoa, ils sont beaucoup plus, voilà, beaucoup plus. Mais là, c'était pas le moment. Mais je suis sûre que j'aurai des anecdotes et des choses à partager avec vous. Je vous remercie infiniment. J'étais ravie, un petit peu gênée. Et je vous réécouterai avec beaucoup de joie. Merci beaucoup à vous. Merci Merci infiniment pour infiniment. votre présence et pour le partage Ouais, je exclusif. suis ravie. C'était Merci. une jolie surprise. Merci infiniment. À très vite. À très bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Alors voilà pour cette surprise très exclusive. Donc vous avez pu découvrir en direct 2 lieux d'écriture d'Anna Noailles, à la fois le fond qui est derrière moi, qui est une reconstitution de sa chambre à Paris, rue Schaeffer, reconstitution au musée Carnavalet qui se visite, qui est un musée dans le centre de Paris, dans le Marais, qui a été restauré récemment. Donc vous pourrez le visiter une fois que vous vous rendrez à Paris de nouveau. Et si vous y rendez un jour, ou sinon, la visite est possible en ligne. Vous pouvez trouver des photos justement des différents lieux. À côté, on trouve la reconstitution de la chambre de Marcel Proust, comme je vous le disais, qui s'est inspiré notamment beaucoup de celle d'Anna de Noailles. Qu'est-ce que je devais vous dire également concernant la chambre? Oui, vous avez pu découvrir en exclusivité également la chambre à la Villa Barbaressa et à Évian. Et puis, je vous invite bien sûr à suivre l'actualité de la programmation culturelle de l'ambassade de France au Kazakhstan et de l'Alliance française de Nour-Sultan, qui est relayée par les acteurs du réseau culturel de la France en Asie centrale. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur AF Astana pour voir les actualités de la programmation. Dimanche, nous serons très heureux d'accueillir l'ambassadrice de France auprès de l'UNESCO, Madame Véronique Roger-Lacan, qui vous parlera des missions de l'UNESCO, qui échangera avec vous également sur son rôle d'ambassadrice. Elle a été 3 fois ambassadrice, donc ce sera intéressant d'avoir son retour d'expérience sur les missions d'une ambassadrice et notamment les missions d'une ambassadrice auprès de l'UNESCO, en quoi cela consiste. Donc j'espère que vous serez nombreux à suivre cette rencontre. La semaine prochaine, nous parlerons de Boris Vian en partenariat avec l'Alliance française de Karaganda. Je vous donnerai d'autres informations là-dessus très vite. N'hésitez pas à suivre notre actualité. Merci à tous pour vos connexions régulières et votre suivi régulier des événements culturels. Merci à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. J'ai vu qu'il y avait notamment Sylvia Beder. Bienvenue Sylvia, que je connais par ami interposé. Et puis également d'autres encore comme Noura Sheva qui se connecte pour la première fois. Donc n'hésitez pas à vous connecter de nouveau, à suivre nos événements et bien sûr à en discuter autour de vous pour que nous soyons encore plus nombreux, les francophones d'Asie centrale, à pouvoir partager autour de ces moments littéraires et culturels. Merci infiniment à tous. Merci à Assia d'avoir organisé avec moi aujourd'hui ce marathon littéraire consacré à Anna Noailles. Merci infiniment également pour la traduction de ces 2 poèmes d'Anna Noailles. Merci également à Julie de Noailles et Mathieu d'avoir pu partager voilà, ce moment avec nous.